Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux flammes jumelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la télépathie entre flammes jumelles, mais aussi voir comment cela est possible pour tout le monde. La télépathie est fréquente dans la plupart des parcours flammes jumelles, mais il y a des parcours où elle n'est pas encore présente. Dans ce podcast, je vous donnerai des solutions pour réussir à la pratiquer avec votre hôte, mais aussi avec vos animaux de compagnie. Pour ceux qui ont écouté les précédents podcasts, vous savez que je pratique la communication animale depuis 2019. Et en fait, la communication animale est l'utilisation de la télépathie pour parler avec les animaux. Je vous avais expliqué aussi que sur mon propre parcours de couple sacré ou flamme jumelle, elle s'est mise en place avec mon autre dès le lendemain de la reconnexion, qui s'est faite à distance sur YouTube. Donc, si j'aborde ce sujet, c'est que j'en ai l'expérience et je ne répète pas des éléments lus ou entendus ailleurs. Pour commencer, je vais expliquer pourquoi la télépathie est possible pour tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de se faire implanter une puce dans le cerveau pour y arriver. Dans le podcast précédent, je vous ai expliqué que nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'une conscience supérieure, et que l'ensemble de ces consciences sont reliées entre elles. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est un complément important à ce podcast afin de bien comprendre. Le fait d'être une conscience supérieure qui s'incarne dans un corps induit forcément une conscience extraneuronale. Ceci est confirmé par la science et surtout par les expériences de sortie hors du corps et les expériences de mort imminente. Les personnes qui vivent cela ont pu enregistrer des informations et les retenir alors que quelquefois leur cerveau était dysfonctionnel. Il y a un cas très célèbre dans les livres de Raymond Moody d'une femme qui subissait une opération du cerveau et en plus de l'anesthésie, la température de son corps avait été abaissée pour induire un état de quasi-mort afin de pouvoir l'opérer sans contrainte. Donc, dans ce cas précis, le cerveau n'était ni capable de percevoir des informations et encore moins de les stocker vu qu'il était à l'arrêt. Pourtant, cette personne qui a fait une sortie hors du corps durant l'opération a retenu le dialogue entre le chirurgien et l'équipe médicale, mais a aussi décrit l'opération qu'elle a subie et le type d'appareil utilisé. À la suite de son réveil, elle a tout raconté au chirurgien qui a confirmé la teneur de la conversation et le type d'appareil qu'elle décrivait comme une brosse à dents électrique et le chirurgien a bien expliqué que l'appareil qu'il utilisait pour découper le cerveau ressemblait bien à cela. J'utilise cet exemple car il est factuel et confirme la conscience extraneuronale. Mais il y a des milliers de cas et des ouvrages ont été écrits sur le sujet. Donc, nous sommes certains de deux choses. La conscience n'est pas créée par le cerveau, ni limitée à celui-ci. Nous sommes reliés aux autres consciences, humains, animaux et plantes. La question est donc, pourquoi ne communiquons-nous pas déjà par télépathie ? Eh bien en fait, quand nous sommes enfants, nous le faisons sûrement inconsciemment, avec les animaux et peut-être avec nos frères et sœurs. Mais avec la croissance, l'école, l'éducation, nous perdons ces capacités. Mais quelquefois, nous le faisons quand même dans nos vies d'adultes, sans le savoir. Et il est fréquent que quand nous pensons à quelqu'un, à un ami, à notre conjoint, à quelqu'un de particulier, cette personne nous envoie un message ou nous appelle dans les minutes qui suivent. C'est donc que nous avons capté sa pensée. Mais c'est inconscient. Et cela a été possible justement parce que cela s'est fait inconsciemment, sans intervention volontaire. Ce qui bloque en fait la télépathie, c'est le savoir et l'ego. Nous pensons et avons appris que ce n'est pas possible, alors notre ego bloque cette capacité. Mais les capacités réelles du corps humain ne sont pas connues. Il y a des saints catholiques et des moines tibétains qui l'évitent. Cela est attesté par des milliers de témoignages. Donc, nous pouvons voler en quelque sorte. En Russie, il y a aussi une université qui apprend aux aveugles à voir sans les yeux. Et cela est possible aussi pour les personnes voyantes qui se mettent un masque sur les yeux et qui arrivent à voir à travers le masque. Donc notre corps peut faire plus que ce que nous imaginons. Mais pour cela, il faut être humble, simple et laisser l'énergie circuler. Donc, la télépathie est une capacité naturelle, mais qui est bloquée par le cerveau et nos croyances limitantes. Elle est fréquente entre les flammes jumelles car il s'agit de la même conscience. C'est donc logique que des informations passent d'un humain à l'autre par la conscience. Le lien entre deux flammes jumelles ne démarre pas à la reconnexion, mais une fois que les deux sont incarnés simultanément sur Terre. Et la reconnexion, comme son nom l'indique, est l'action de la conscience supérieure pour faire se reconnecter les deux humains sur tous les plans, physique, âme et conscience, afin qu'ils identifient ce lien comme particulier et réel et se reconnaissent.
Le chaser le vit plus consciemment que le runner pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans les podcasts sur les obstacles et les difficultés. Le runner semble ignorer le lien, non pas parce qu'il n'est pas reconnecté ou conscient du lien, mais que son ego et ses programmes sont utilisés pour lui voiler la vérité et provoquer sa fuite. Car au niveau de sa conscience, il est constamment en lien avec le chaser, et c'est même le runner qui guide le chaser. Et cette proximité sur tous les plans explique pourquoi la télépathie se met en place dans la plupart des liens, flammes jumelles ou couples sacrés, et que c'est même un des signes de reconnaissance. Mais si la télépathie n'est pas présente sur votre parcours, cela ne signifie pas forcément que vous n'êtes pas flamme jumelle. Cela peut s'expliquer par d'autres raisons. Nous allons voir maintenant comment il est possible de comprendre la télépathie et aussi comment apprendre à la pratiquer. Ce mode de communication directe court-circuite le mental et les émotions, donc les échanges sont toujours sincères et sans ambiguïté, à la condition d'être dans un état énergétique le permettant. Quand la télépathie est volontaire, le message télépathique part du cerveau mental, traverse les corps énergétiques de l'émetteur, puis son âme, et arrive à la conscience supérieure. De là, le message repart de la conscience supérieure vers l'âme de l'autre personne, traverse ses corps énergétiques, pour finir par arriver dans le cerveau mental où l'information est traduite. Et tous ces éléments sont susceptibles de perturber ou de transformer le message. L'autre personne ou les animaux peuvent ne pas être conscients de la communication. Dans ce cas-là, ce sont uniquement leur conscience supérieure et leur inconscient qui répondent, sans le mental. Ceci explique que les réponses du runner reçues par la télépathie ou via un médium soient différentes de ce qu'il exprime avec son mental et son ego. Votre conscience supérieure peut aussi vous envoyer des messages télépathiques et c'est cela la communication avec ses guides ou ses anges gardiens et le message devra lui aussi traverser tous vos corps. Et vous pouvez imaginer les corps énergétiques et l'âme comme des flacons en verre et le message comme un rayon lumineux. Si les verres sont opaques, les rayons ne traversent pas. Et c'est le cas de nombreux humains qui n'ont ni conscience de leur corps énergétique, ni même de leur âme, et encore moins de leur conscience supérieure. Leur absence de connaissance de ces éléments les rend imperméables aux informations. Ils sont comme complètement opaques. Il faut donc savoir que cela existe et l'accepter. D'autres éléments opacifient les corps énergétiques. Il s'agit de la cigarette, des drogues, de l'excès d'alcool et de la nourriture industrielle. Cela ne rend pas impossible la communication, mais abaisse la qualité du message et le transforme. Quand je parle de qualité, je parle en même temps de la quantité et de la précision de l'information. Si je garde l'image du rayon lumineux, imaginez une vitre en partie tachée. Dans les zones propres, le message est clair et passe normalement, mais au niveau des taches, une partie sera réfléchie, donc perdue, une partie sera aussi absorbée et donc n'arrivera pas, et une partie traversera, mais sa couleur pourra être changée, donc l'information sera modulée et ne sera plus identique à l'information d'origine. Donc l'intégralité du message ne sera pas reçue, même si une partie est juste. Et la précision de l'information reçue dépend donc de la proportion de tâches et de zones claires dans les éléments à traverser. D'où les erreurs possibles dans les messages reçus par channeling ou télépathie. La proportion de réponses justes en télépathie et clairvoyance est comprise entre 60 et 80% pour la plupart des médiums quand ils sont placés dans un état correct pour la réception. On peut comprendre cela d'une autre façon, en pensant aux rayons lumineux comme un ensemble d'ondes et les corps énergétiques comme des émetteurs-récepteurs ayant des fréquences propres. Le message de la conscience couvrirait tout le spectre des fréquences, puis chaque corps énergétique laisserait passer le message en le modulant pour l'adapter au corps suivant, jusqu'au cerveau. Nous agirions comme un poste de radio dont l'antenne reçoit toutes les fréquences, mais qui filtre uniquement la radio choisie sur l'appareil. Cette image nous permet de mieux comprendre comment notre état vibratoire affecte la réception télépathique et le type de message que l'on peut recevoir. Je reviens aux produits néfastes comme la cigarette ou les produits très industriels, car ces éléments ont des taux vibratoires très bas, et leur consommation excessive finira par faire abaisser le taux global du corps, le rendant plus réceptif aux maladies, mais aussi inapte à recevoir les messages situés au-dessus de son taux vibratoire propre. D'où la canalisation fréquente par des médiums d'êtres du bas astral, se faisant passer pour des archanges ou des guides, alors qu'ils ne le sont pas. La plupart de ces personnes pratiquent le channeling, qui n'est pas de la télépathie. Cela consiste à faire entrer en soi une conscience ou une autre identité. Et c'est à éviter si l'on n'est pas médium,
Personnellement, je ne le pratique pas car mon ange gardien me l'a interdit. A contrario, plus le taux vibratoire d'une personne est élevé, plus la quantité et la qualité de messages qui peuvent être reçus sont grandes, ainsi que la justesse des messages. Que l'on prenne l'analogie des taches sur la vitre ou celle du taux vibratoire, qui sont complémentaires, on comprend bien que les capacités télépathiques dépendent autant de l'hygiène de vie quotidienne que du niveau énergétique au moment de la pratique télépathique. Cela explique aussi que quelquefois, elle est impossible ou difficile après des soins et des guérisons, car les corps physiques et énergétiques doivent se réharmoniser, et cela peut prendre de quelques heures à quelques jours. Donc le premier conseil que je pourrais indiquer afin d'augmenter la capacité à pratiquer la télépathie avec son hôte, des animaux ou des plantes, est d'avoir une alimentation équilibrée, saine et si possible d'origine biologique, de ne pas fumer ou très peu, de ne pas se droguer, de dormir assez et de boire suffisamment d'eau dans la journée. Et si possible, de réduire son exposition aux ondes électromagnétiques et de s'assurer que son lieu de vie soit propice à une vie harmonieuse. Il y a au moins 2 modes de télépathie. La réception automatique des informations envoyées par votre hôte ou vos guides et la télépathie volontaire, voulue pour discuter avec votre hôte. La méthodologie n'est pas la même. Pour la première, la télépathie passive ou automatique, le maintien dans un taux vibratoire élevé est un prérequis permis par l'hygiène de vie. Mais cela ne suffit pas. Il faut en outre pouvoir rester dans le temps présent, l'esprit vide de toute pensée, laissant arriver les informations, même si l'on est occupé à des tâches quotidiennes. C'est un état passif de réception. Cela se rapproche de l'intuition, mais vous recevrez plus d'informations. Pour la seconde, la télépathie active et volontaire, il faudra aussi vous mettre dans un état de maintien dans le temps présent, quasi méditatif, mais en restant conscient et actif. Il s'agit d'utiliser son cerveau mental en tant qu'émetteur-récepteur dans un mode qui ne lui est pas propre. Cela nécessite une mise en condition et une préparation. Il faut déjà se placer dans un endroit calme où vous pourrez être détendu et apaisé. Vous pouvez utiliser la cohérence cardiaque afin de vous apaiser pour se placer dans un état de relaxation tout en restant conscient. Puis, fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit qui vous plaît, une plage, une forêt ou un endroit où vous étiez ensemble avec votre flamme jumelle. Imaginez que vous êtes présent dans cet espace. Puis, pensez à votre hôte et invitez-le à venir. Visualisez qu'il vient dans cet espace. Et une fois que vous le voyez, que vous êtes présents tous les deux ensemble, vous pourrez commencer à discuter avec lui et à lui poser des questions. Ne jugez pas ce que vous recevez, car sinon le mental et les émotions reprendront le dessus. Restez neutre, recevez les réponses telles qu'elles viennent et dites-lui ce que vous avez à lui dire sans jugement. Une fois que la conversation est finie, remerciez-le, puis visualisez-le en train de sortir de l'espace. Une fois que c'est fait, commencez à revenir en vous. Prenez conscience de votre respiration, prenez conscience de l'espace où vous êtes, de la pièce, du canapé, de votre chaise, de l'endroit où vous êtes. Puis, tranquillement, une fois que vous êtes bien revenu en vous, ouvrez les yeux et notez les réponses que vous avez reçues. Au début, n'essayez pas de noter les réponses durant la télépathie, car cela fera intervenir le mental et vous pourrez perdre le fil. Cette télépathie peut vous aider à mieux comprendre le comportement de votre hôte et aussi savoir ce qui lui est nécessaire. Les réponses peuvent provenir autant de la conscience supérieure que de sa personne physique. Cependant, il ne s'agit pas de forcer les choses. Si la demande provient de votre ego ou de vos peurs, cela repoussera votre hôte. La télépathie doit être utilisée pour vous aider à avancer vers la sérénité et vous rassurer sur la persistance du lien malgré la distance. C'est un outil pour être guidé sur le chemin. Mais il ne faut pas l'imposer à votre hôte et le faire uniquement si votre intuition et votre cœur vous y invitent. Car si vous arrêtez de le poursuivre dans la 3D, mais continuez à lui courir derrière énergétiquement, cela le fera fuir aussi et vous maintiendra dans la position et le fonctionnement du chaser. Mais si vous le faites depuis un espace serein, cela est aussi un moyen d'échanger des informations afin de mieux vous connaître mutuellement durant les phases de séparation, créant un rapprochement et un alignement de vos corps énergétiques. Votre hôte ressentira aussi vos progrès, votre stabilité
et votre calme intérieur au travers des communications, et cela pourra le rassurer. La télépathie peut donc être utilisée dans votre parcours flamme jumelle, mais aussi avec vos animaux de compagnie, en utilisant la même méthode et en le faisant venir dans cet espace. Cela ne fera pas de vous des professionnels de la communication animale, mais vous pourrez mieux comprendre vos animaux, leur exprimer vos ressentis et découvrir les leurs, et ainsi devenir plus proches. Ces exercices de télépathie sont aussi un bon moyen pour travailler le centrage et la capacité à rester dans le temps présent ou dans la pleine conscience, sans l'influence de l'ego et du mental. La pleine conscience signifie non pas plein, mais vide, vide de pensée, pour laisser surgir votre vrai soi. J'espère que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre la télépathie, qu'il vous permettra de la pratiquer et que cela vous aidera à avancer sur ce parcours de transformation. Je profite aussi de ce podcast pour vous indiquer que j'ai mis à jour mon site internet et que je propose des accompagnements personnalisés sur les parcours de flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet ou à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et je serai très heureux de vous accompagner dans ce parcours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager aux personnes que cela peut intéresser. À bientôt pour le prochain podcast qui sera consacré aux médiums, aux thérapeutes et au tirage de cartes. Et en attendant, portez-vous bien.